Bonjour ou bonsoir, fidèles téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci pour votre fidélité et votre confiance à TLR TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir qui portera sur l'annonce faite par le gouvernement congolais du projet de loi portant modification de la constitution congolaise du 25 octobre 2015. Nous parlerons également de la situation sanitaire très préoccupante autour de Denis Sassou Nguesso où l'on apprend que 38 personnes auraient chopé le virus COVID-19. Ce qui l'a d'ailleurs empêché de se rendre en Turquie pour assister au troisième sommet Turquie-Afrique. Si le temps nous le permet, nous parlerons également des 600 cadavres qui traînent dans les morgues de la seule ville de Brazzaville. Voilà qui sera au centre de notre entretien aujourd'hui avec Monsieur Charles-Alexandre Nsanga, lanceur d'alerte, qui est notre invité. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter sur TLR TV. Évidemment, vous avez fait un bon choix. Bonjour, monsieur Charles-Alexandre Nsanga. Bonjour, Christian Perrin, et bonjour à tes fidèles auditeurs, et bonjour aux Congolais qui te suivent quotidiennement. Et merci de m'avoir invité pour une fois sur ta chaîne. Et c'est un plaisir énorme. Un plaisir partagé et merci d'avoir accepté donc notre invitation. Soyez donc le bienvenu sur notre plateau. Merci, Christian Perrin. Charles-Alexandre Nsanga, vous avez suivi probablement l'information que Denis Sassou Nguesso n'a pas pu effectuer le déplacement vers Istanbul où se tient le troisième sommet Turquie-Afrique. Il a finalement dépêché son ministre des Affaires étrangères. Quelle lecture faites-vous déjà de cette situation lorsqu'on sait que Denis Sassou Nguesso aime bien assister à ce genre de sommet, à ce genre d'activités? Bien, ce que je sais du refus des Turcs de recevoir Sassou, c'est que Sassou est allé attraper le Covid, ce que les gens ne veulent pas dire. Sassou a traversé le fleuve Congo, en tout cas dans la délégation congolaise que Sassou a conduite à Kinshasa. 38 membres de cette délégation sont Covid aujourd'hui, dont Sassou lui-même. Quand on sait que Sassou a une morbidité très pointue, les Turcs ne prendront pas le risque de l'inviter à un sommet, sinon c'est tout le monde qui va être contaminé. C'est pas lui qui a refusé. Vous avez dit que morbidité très pointue. Personne ne l'ignore aujourd'hui. Monsieur Sassou, c'est quelqu'un aujourd'hui qui traîne dans une chaise roulante. Il traîne dans une chaise roulante, tout le monde sait qu'il est malade. Et j'ai même appris qu'il commence à parler tout seul dans son bureau. Il pose des questions dans le vide et tout seul, il parle tout seul, comme un malade dingue, quelqu'un qui a perdu complètement ses neurones. Bon. Mais qu'est-ce qui fait que le gouvernement ne puisse pas communiquer là-dessus? Le gouvernement, mon cher Christian Perrin, aujourd'hui, Sassou peut mourir aujourd'hui, on n'aura pas l'information tout de suite, parce qu'ils sont en pleine guerre. Ils ne veulent pas communiquer. On n'est pas en Europe, cher Christian Perrin, on n'est pas aux États-Unis où les gens te parlent de la santé de Joe Biden, on n'est pas en France où les gens t'ont parlé de la santé de Jacques Chirac ou encore de Mitterrand. Mais on est au Congo. C'est lui qui informe. C'est lui qui donne l'autorisation d'informer. Mais quand il ne veut pas parler de sa santé, on a vu, moi j'ai publié des photos de Sassou malade dans un lit d'hôpital, mais c'est des photos qui datent depuis des années. Ils les ont cachées. Mais sauf que cette fois-ci, dans son milieu, il faut savoir qu'il y a des pour et des contre. Il y en a qui sont fatigués de Sassou. Ils sont fatigués de Sassou. Ils commencent à balancer des informations par-ci, par-là. Sassou en train de boire ses comprimés, je ne sais pas contre quelle maladie. Et
ils ne pourront jamais communiquer sur la santé de Sassou, cher Christian Perrin. Ça, nous l'attendrons longtemps. Est-ce que je peux penser que c'est ce qui justifie également l'annonce, bien entendu, de la révision de la Constitution du 25 octobre 2015, l'annonce faite d'ailleurs je crois, du Conseil des ministres qui s'est tenu le 16 décembre 2021. Question d'anticiper un peu sa succession, c'est cela? Leur réunion, pendant laquelle ils ont décidé de modifier l'article 157, tu me parles, je suppose. 157, bien entendu. Bien. Mais cet article ne peut être modifié qu'en situation de guerre. C'est un article qui parle de l'état de siège, je pense, un état de guerre, en un mot. Un article comme celui-là ne peut jamais être modifié pour une pandémie, il fallait qu'on modifie cet article pour le palu dans ce cas, pour le sida, puisque le sida tue plus que le Covid. Le palu tue quotidiennement les Congolais. Mais Sassou ne s'est jamais inquiété ou n'a jamais pensé à modifier l'article 157, rien que pour s'occuper des cas de maladie. Pourquoi devons-nous aujourd'hui modifier l'article 157 pour le Covid? Mais qu'est-ce qui peut se cacher donc derrière cette modification de la Constitution? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les statistiques, les toutes récentes statistiques sur le Covid au Congo-Brazzaville font état de 16 066 cas de contamination, mais 354 cas de décès depuis le début de la pandémie, bien entendu. Donc depuis pratiquement avril 2020 à aujourd'hui, plus d'un an. Le Congo, c'est vrai que la vie humaine, elle est sacrée. Une vie humaine doit être protégée. Un mort, c'est déjà pas bien. Mais le Congo ne compte que 354 cas de décès depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, le gouvernement congolais semble s'appuyer sur la crise sanitaire donc due à cette pandémie pour justifier la modification de la Constitution du 25 octobre 2015. Pour vous, que cache cette modification? Vous me sortez les stats du Covid. Pourquoi ils n'ont jamais fait des statistiques sur les morts du palu? Par exemple, oui. Si on fait les statistiques en 1 an et demi du Covid, qu'est-ce qui se cache derrière la modification de l'article 157 de la Constitution de Sassou? Vous savez, il n'y a aucune constitution au Congo. La constitution, c'est Sassou lui-même, comme je l'ai dit dans mon audio. Sassou décide aujourd'hui de modifier toute la constitution. Il le fera. Mais là, aujourd'hui, cet article parle de 20 jours d'état de siège. Ils veulent prolonger les 20 jours en 90 jours. Mais pourquoi? C'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est-à-dire soumettre les Congolais à 90 jours d'état d'urgence ou d'état de siège, c'est ça? État d'urgence, 90 3 mois jours, successifs. 3 mois au lieu de 20 jours. Mais pourquoi? Parce qu'en 20 jours, il est très difficile d'asseoir un pouvoir. Un pouvoir surtout de kiki, il faut dire les mots, il ne faut pas se cacher derrière quoi que ce soit, il faut dire ce qu'il en est. Sassou veut placer son fils. Il veut à tout prix placer son fils. Mais pour cela, il lui faut du temps. En 20 jours, il y a tellement d'antagonisme dans sa famille politique, dans l'appareil politique qui est le PCT, qui n'est pas majoritaire, qui est complètement minoritaire,
Il n'a personne, même si on cite quelques noms par-ci par-là qu'on a rajoutés depuis la création du PCT, c'est vrai qu'il y a toujours des nouveaux adhérents, mais qui est ce qu'on appelle personne non grata dans le PCT. Mais comment est-ce que tu peux… Oui. Si c'est le choix, bien entendu, de Denis Sassou Nguesso de se faire succéder par son fils, comment pourrait-il opter pour une telle aventure où tout le monde est contre cette succession, c'est-à-dire par son fils Denis Christel Sassou Nguesso? Pourquoi s'obstine-t-il, évidemment, à se faire succéder par Denis Christel Sassou Nguesso? Bien. Contre tous les autres, bien entendu. Alors, Sassou est dans une situation où, s'il démissionne aujourd'hui, je crois l'avoir déjà dit, s'il démissionne aujourd'hui, le lendemain, il se retrouve en tôle. Le peuple congolais ne lui fera pas cadeau. Le PCT, même s'il a été placé au pouvoir par le PCT ne lui fera pas cadeau. Mais il est bien le président du Parti congolais du travail. N'est-ce pas qu'il a été élu là-bas, non? De façade. Président de façade. Mais en fait, il n'a plus personne dans le pays. Il est aujourd'hui minoritaire au niveau du PCT, il n'a plus personne. Et même son neveu, le porteur des valises de fétiche, JDO. Vous parlez de Jean-Dominique Okemba, c'est cela. Jean-Dominique Okemba, il faut dire la vérité, il est soutenu par le PCT, il a beaucoup plus des soutiens dans tout le pays parce que les gens ne veulent pas du jeune quinois. Il faut se le dire. Kiki, c'est un jeune quinois. C'est un jeune quinois. De père congolais, bien entendu. Congolais, je sais pas, il a obtenu de congolais de naturalisation. Il n'est pas congolais en tant que tel. Le papa de monsieur, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Kiki a 3 cultures. La culture du Nyari, qui vient de son père biologique, M. Ngoyo, qui avait été affecté en RCA comme attaché militaire. Pardon, monsieur Charles-Alexandre Nzaga, vous dites, excusez-moi d'insister là-dessus, vous parlez de son père biologique, c'est cela? Je parle bien de son père biologique. Moi, je n'ai pas peur des mots. Aujourd'hui, je suis harcelé par des numéros anglais. Il y a 5 numéros, des gens qui sont basés en Angleterre, qui sont en train de m'harceler, qui sont en train… J'ai des menaces tous les jours, mais je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur. Je me suis fait brûler 3 voitures. Mais dire des choses vraies, ça ne me fait pas peur. Donc, vous avez dit, Denis Christel Sassou Nguesso a pour père Monsieur Ngoyo. Père biologique. Ngoyo. Monsieur, regardez bien le profil de Kiki. Kiki n'a pas la tête de Sassou. Par contre, comment est-ce que vous l'appelez, Claudia? J'ai aucune garantie. Mais Kiki n'est pas… Kiki, c'est un enfant qui a été reconnu dans le tard, je veux dire, par monsieur, un garçon, quand tu reconnais un enfant en 1993 ou 91, cet enfant ne viendra pas diriger un pays comme le Congo. Non, monsieur Ngoyo a eu la chance de tomber sur une très belle zaïroise. Mais qui n'aime pas voir les belles femmes ailleurs. Il veut les avoir avec lui. Il a muté monsieur Ngoyo en RCA. Il a fini par l'empoisonner. Monsieur Ngoyo est venu mourir comme un légume ici à Paris. Son père biologique, c'est ça? Son père biologique. Je n'étais pas témoin de cet adultère, mais je sais que Kiki est un fils adultérien. Je ne tenais pas la chandelle. Et la seconde culture, c'est laquelle? La seconde culture, c'est la culture d'Oyo qu'il a prise un petit peu chez… Mais sinon, c'est un Quinois. C'est un Quinois. Il a investi à Kinshasa. Il construit des immeubles à Kinshasa. Il a beaucoup plus d'attachement avec la RDC qu'avec le Congo-Brazzaville. Alors, mais donc, qu'est-ce qui justifie finalement l'attachement de Denis Sassou Nguesso à ce fils-là? Parce que tu sais que je l'ai toujours dit,
quand tu es patron d'une grande firme, ne prends pas des adjoints qui font 1,95 m alors que toi, tu fais 1,70 m. Il faut toujours prendre des nains. Les nains fonctionnent avec les nains. Les grands fonctionnent avec les grands. Les idiots fonctionnent avec les idiots. Qu'est-ce qui manque au nord du pays? Il y a des cadres dans le nord du pays. Il y a des cadres dans le nord du pays. Pourquoi M. Sassou ne peut pas préparer ou n'avait jamais préparé un jeune cadre intelligent du Nord, puisqu'ils veulent garder le pouvoir? Le Sud d'aujourd'hui n'a pas les moyens de prendre le pouvoir. Ngolo l'a bien dit. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce pouvoir. Mais face à Denis Christel Sassou Nguesso, ils vont perdre le pouvoir. Ils ne vont pas perdre le pouvoir. Moi, je vais te dire une chose. Sassou meurt à 15h, à 18h, ou Kiki prend son jet pour Dubaï, ou il se prend une balle dans la tête. C'est ce qui se prépare. Mais le problème, c'est qu'il est en train de, là, aujourd'hui, il est en train de signer des accords militaires, pas militaires, des accords de défense, mercenaires, de mercenariat. De mercenariat avec la Turquie. Il est allé en Turquie pour signer des accords avec les mercenaires turcs, avec les mercenaires géorgiens, et qui sont déjà en France, en train de traquer les gens de la diaspora. Je vais vous citer. C'est une révélation que vous nous faites, là? Oui, parce que c'est des choses qui existent et c'est des choses qui ont existé. On a failli perdre le jeune Aristide Mobébissi vers Évreux. Malheureusement, les mercenaires géorgiens et turcs, ils ont été appréhendés par la police française. Aujourd'hui, ils sont en prison à Évreux. Il y a des preuves. Donc, des Georgiens, si j'ai bien compris, engagés par Denis Christel Sassou Nguesso. Christel Sassou, d'abord pour faire taire la diaspora, parce qu'il se dit s'il prend le pouvoir, ceux qui vont s'attaquer à lui, ce n'est pas les opposants qui sont au Congo. C'est d'abord nous qui sommes ici, nous qui avons la liberté de parler, nous qui ne sommes pas bâillonnés. Les opposants au Congo, une chose est sûre, personne ne pourra parler devant Kiki. Alors, il va falloir pour lui éliminer d'abord, faire peur. S'il en tue un, plus personne n'osera se lever le petit doigt pour critiquer Kiki. Et c'est pour ça qu'ils veulent sévir d'abord dans la diaspora. Et lesquels sont visés? C'est encore une parenthèse. Aristide Mobébissi a échappé à un assassinat. Il vise en même temps d'assassiner Marcel Makomi. Alors, pourquoi? Je me pose la question. On parlait de Kiki qui veut prendre le pouvoir. Oui, dans un audio que vous avez lâché sur Internet, vous disiez d'ailleurs que Denis Christel Sassou Nguesso voulait anticiper les choses et ce qu'il est en train de faire actuellement échappe même à son père, c'est cela? Ça, nombreux ne me croiront pas, mais Kiki est prête à débrancher son père. Kiki est prête à... en fait, si son père pouvait lui donner le pouvoir aujourd'hui, sans passer par la modification de la Constitution, il l'aurait fait. Sauf qu'il a peur des gens de chez lui qui ne veulent pas de Kiki. Il a peur de l'appareil politique. Alors, Kiki prend des mercenaires géorgiens, turcs et quelques Russes, ce que la France ne veut pas. Et j'ai même appris que derrière les mercenaires russes, turcs et géorgiens, il y a des Israéliens qui les surveillent. On ne va pas aborder ce sujet-là. Mais ils se dotent des appareils, mais sophistiqués, d'espionnage. Tu te rends compte? Je vais retrouver peut-être vers la fin de l'émission
les références d'un appareil d'espionnage qu'ils ont acheté à 40 millions de dollars en Inde. Il faut que je trouve les références de l'appareil et la société qui leur a vendu cet appareil, un logiciel d'espionnage, le logiciel le plus cher du monde. Et il est indien. Je vais vous donner le nom de la société du vendeur. Hein. Je vais vous donner le nom du vendeur. Mais tout ça pourquoi? Comment est-ce que tu peux aller dépenser 40 millions rien que pour acheter un logiciel d'espionnage? Il espionne les gens de la diaspora. Cet appareil va espionner, ou il espionne déjà tous les membres du PCT qui sont contre sa prise de pouvoir, et le PCT et toute l'opposition et toute la diaspora. Il a bien un but, il a un objectif. Et voilà pourquoi je posais la question de savoir, pendant qu'il fait tout cela, c'est avec la bénédiction de son père, c'est cela? Son père, qu'est-ce que tu veux qu'il dise aujourd'hui à Kiki? Parce que Kiki, aujourd'hui, il est prêt, il est vraiment prêt à écarter son père. Parce que jusque-là, c'est son père qui s'oppose à la prise de pouvoir. Et dans le même temps, on nous signale aussi la présence des troupes militaires dans certaines régions, bon, enfin aujourd'hui appelées départements, le Niari, le Poul, où nous avons d'ailleurs interviewé par un de nos reporters, quelqu'un qui disait, mais il y a une présence mais vraiment massive des troupes militaires au niveau du Poul, et quelqu'un d'autre nous a dit au niveau du Niari également, il y aurait des troupes comme ça qui se préparent. Au niveau du pôle, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Ils ont déjà maîtrisé le pôle. Ils ont la main mise sur le pôle. Mais là, actuellement, ils veulent beaucoup plus. Ils veulent vraiment marcher sur le Niari. Parce que le Kwilu, c'est déjà un acquis pour eux. Le Kwilu est un territoire occupé. Territoire occupé, c'est-à-dire? Le Kwilu, ceux qui vendent les Mfumuntoto, ce qu'on appelle les propriétaires fonciers, c'est plus les Vili aujourd'hui. Pierre Mabiala a donné, a fait cadeau aux dignitaires du Nord. Ce sont les gens d'Oyo qui vendent aujourd'hui les terrains à Pointe-Noire. C'est plus les Vili. Les Vili ont perdu leur identité, cher Christian Perrin. C'est vérifié, ça? C'est vérifié. Il y a un quartier, j'ai même oublié le nom, c'est un nom bizarre. Je ne maîtrise pas trop les quartiers de Pointe-Noire, mais en tout cas, les propriétaires terriens, les Mfumuntoto, sont les Moshi. D'Oyo, je dis bien. Parce que quand on parle de Moshi, il ne faut pas tout mélanger. Les Moshi d'Oyo vendent les terrains à Pointe-Noire. Et ils sont en train d'exproprier, mais pratiquement tout le monde. J'ai perdu 2 terrains occupés par un colonel. 2 terrains jumelés. Lorsque vous dites ça me rappelle un peu la mission effectuée par Pierre Mabiala à Pointe-Noire, où il demandait aux propriétaires terriens de présenter leur documentation pour justifier, bien entendu, leur propriété. Mais à la surprise de tout le monde, c'est que finalement, il avait déclaré, de toute façon, c'était devant les caméras, hein, devant le public, qu'aucun, mais vraiment aucun propriétaire terrien n'avait pu justifier bien sûr son patrimoine. Donc, on peut dire que à ce jour, il n'y a aucun propriétaire terrain. C'était juste pour un peu, pour aller dans le même sens de ce que vous êtes en train de dire. Mais tu as raison de souligner cet état de fait. Les Tékés de Brazzaville qui pourtant, dans le même temps, on sait bien qu'il y a une organisation, une association des terriens du Kwilu, je crois qu'on doit appeler Arteka ou Arteka, je crois que c'est le nom, qui a toujours existé, et tout le monde était surpris de constater que finalement, M. Mabiala vient de dire aux Pontenegrin, à ces Fumuntoto, entre guillemets, que finalement, vous n'êtes pas des propriétaires de ces terres. Mais c'est quand même curieux. Bien sûr que c'est curieux. Quand ton arrière-grand-parent avait toute une étendue, il avait occupé tout un quartier,
En Goyo, par exemple, je connais un peu Pointe-Noire parce que j'avais 2 terrains en Goyo qu'ils ont ravis. J'ai Chimbamba, j'ai construit à Chimbamba au cimetière des Villis, le cimetière des Villis. Mais tu te rends compte, un Mboshi venir vendre un terrain au cimetière des Villis. Ils ont vécu là, ils ont toujours vécu là. Prenons l'exemple des Tékés de Brazzaville qui continuent à vendre les terrains jusqu'à présent. Mais pourquoi? Parce que tout Brazzaville leur appartient. Tu viendras jamais leur demander un titre foncier laissé par les colons. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Oui, mais tout cela, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie toutes ces manœuvres? Pourquoi occuperait-on donc Pointe-Noire? Occuperait-on le Niari? Pourquoi occuperait-on tous ces départements-là? Tu as sorti le mot d'occuper. C'est une manœuvre d'occupation. Le Congo, dans quelques années, va devenir Gaza, le territoire occupé. Le Congo est un territoire occupé. J'ai une amie qui m'a appelé pour me dire que les Congolais, les vrais Congolais, on les compte aujourd'hui. On voit que des Westaf partout. On voit ce qu'ils appellent des Libanais. En fait, ce n'est pas des Libanais, ce sont les Algériens et les Marocains qui font leur business là-bas. Mais aujourd'hui, il y a des Rwandais au Congo. Et pourquoi ils veulent occuper le Niari? Mais le Niari est encore la région la plus stable. Aujourd'hui, le Niari est stable. Le Niari n'a jamais été déstabilisé. Et le Niari, c'est le fief de l'Issouba. On trouve encore quelques cocoyes au Niari, dans le Niari. Mais il va falloir maîtriser ce secteur. Et Pierre Madiala, qu'il porte plainte devant n'importe quelle juridiction, Pierre Madiala est à la manœuvre. C'est lui qui tient la logistique du Niari et qui veut utiliser les fils du Niari pour détruire le Niari. Et détruire le Niari dans quel intérêt? Ben, l'intérêt, aujourd'hui, il travaille pour papa, mais il ne veut pas s'arrêter là. Parce que quand papa va sauter, nombreux sauteront. Il faudra qu'il continue avec le fils. Pierre Madiala est en train de mettre en place les leviers qui feront que Kiki prenne le pouvoir tranquillement, malheureusement en utilisant les fils du Niari. Il y aura une véritable rébellion, pas véritable, une fausse rébellion, comme il y en a eu dans le Poul. Il va écraser les pauvres dames. On va voir les gens dans la forêt un peu partout, rien que parce que qui veut prendre le pouvoir au Congo et veut écraser tout le monde. Et ça se projette dans quelle période, s'il faut parler ainsi? Mon cher Christian Perrin, si j'étais Madame Soleil, je te donnerais bien la date. Malheureusement, tu as vu ce que j'ai annoncé il y a une semaine chez ton ami, l'audio qui a beaucoup Jean circulé Lewis. chez Jean Lewis. Cet audio, nous avons eu la preuve cette nuit. C'est pour ça que j'ai dit ce matin mon Okonanganganga. Eux, ils peuvent cacher leur petit jeu. Mais nous avons des informateurs. Nous avons des informateurs. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, nous serons toujours informés avant tout le monde. J'ai annoncé que Kiki allait prendre le pouvoir par la force, que la Constitution, il est dérangé par la Constitution. Et hier, nuitamment, Thierry Mungala prend le micro pour nous dire qu'il va falloir modifier l'article 157. J'ai jamais mangé sous la table de Mungala, malheureusement. Alors, mais dans tout cela, j'allais dire,
Que doivent faire les Congolais? Parce que finalement, est-ce que ils vont continuer à regarder, à observer, à assister, comme cela s'est passé? Bon, peut-être pas en 2015, parce qu'en 2015, on a vu quand même les jeunes mobilisés, qui étaient prêts à en découdre avec ce régime, mais après, ils ont été trahis par certains leaders politiques. Que doivent faire les Congolais maintenant là pour arrêter cet élan d'ailleurs d'occupation, comme vous l'avez dit? Les Congolais, nous n'avons pas la culture de l'Afrique de l'Ouest. Le Congolais, c'est quelqu'un qui est politiquement n'est pas mûr. Le Congolais n'est pas mûr politiquement. Moi, j'ai fait un tour au Sénégal. Les vieilles dames qui vendent au marché, elles achètent le journal au kiosque. Une vieille dame qui vend au marché te parle, elle te raconte, elle parle de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais les Congolais, en dehors de la bière, en dehors de la nana, il n'y a pas une autre distraction. La politique, ce n'est pas leur problème. Mais voilà que nous sommes victimes de notre propre ignorance. Nous sommes victimes de notre idiotie, de notre bêtise. Comment avoir attendu 40 ans? Ça soit pris le pouvoir, on était encore des collégiens. Il y a 40 ans que ça soit au pouvoir. Plus de 40 ans. Ils lui ont laissé le temps de faire n'importe quoi. Ils lui ont laissé le temps d'écraser tout le pays. Ils lui ont laissé le temps d'acheter des terrains coin-ti-coin. Ils appellent, je ne sais pas quoi là, coin-ti-coin. Ils ont exproprié tout le monde. Ils ont écrasé, ils ont affamé le pays. Mais quand tu affames toute une famille, cette famille devient complètement soumise. Ça soit affamer le peuple congolais. Ils ne versent pas les pensions de retraite. Ils ne payent pas les salaires. Ils ne payent pas les étudiants. Sur les marchés, aujourd'hui, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que les gens doivent faire? Tu vas les pousser, tu vas leur dire de sortir pour se faire écraser alors qu'ils sont déjà morts, alors qu'on les écrase, alors que tout. Quand je téléphone à une amie à Brazzaville, tu entends les policiers sillonner. Quand je dis quoi, c'est un véhicule de la morgue? Non, c'est des policiers. Toutes les 10 minutes, il y a un véhicule de la police qui passe. Les Congolais sont terrorisés. Ils sont terrorisés. Mais ce n'est pas une raison. Quelle alternative? Mais ce n'est pas une raison à partir du moment où ils sont déjà morts. On parle de 600 cadavres qui traînent dans les morgues. Voilà. Dans les morgues. Là, il y a 3 semaines, on m'a envoyé un message que à la morgue à l'hôpital Assissé, il y avait 225 morts dans la journée. 3 jours après, 115. Et là, il y a 3 jours, on vient de m'appeler pour me dire que à l'hôpital Assissé, il y a 15 enfants, des jeunes enfants de moins de 10 ans qui meurent par jour, minimum 15. Vous savez comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un génocide organisé. C'est un génocide. Ils n'ont pas dit ceux qui vous ont informé ou ne vous ont pas dit les raisons de ces décès, de quoi sont-ils morts? Les raisons du décès, j'ai une amie, encore une fois, son mari s'est blessé au pied. Son mari se blesse dans le jardin. Il était en train de faire son petit truc. Il se blesse au pied, il va à Cissé. 2 heures après, on appelle madame pour dire que votre mari est mort du Covid. Où est-ce qu'on va, hein? Complètement timbré. Complètement timbré. Tu te blesses au pied, tu meurs du Covid. Enfin, là, on pousse un peu le bouchon. Alors, puisque vous faites déjà mieux d'ailleurs de parler de ces 600 cadavres qui traînent dans les morgues de la seule ville de Brazzaville, parce que là, on n'a pas tenu compte des cadavres qui sont encore aussi entassés dans les morgues de Pointe-Noire, parce que là-bas aussi, on nous dit qu'il n'y a plus de casier libre, les corps sont même, sont entassés à même le sol. Donc, si on peut considérer Pointe-Noire, c'est sûr et certain qu'on va se retrouver avec pratiquement 1500 corps qui traînent quelque part. Mais quelles peuvent être les raisons de ces décès? Parce que n'oublions pas qu'en mars 2020, Brazzaville avait enterré
Bon, ces corps aussi avaient été présentés comme des indigents, c'est-à-dire 575 corps qui, eux aussi, traînaient dans les morgues. Alors aujourd'hui, on est en droit de se poser la question, un pays qui n'est pas en guerre, qui maîtrise la gestion du Covid, et qui se retrouve tout le temps avec autant de cadavres, c'est-à-dire des centaines de morts, entre guillemets, abandonnés, quand on sait également que dans la culture congolaise, on n'abandonne pas les morts. Bien. Christian Perrin, j'ai au bout de ma rue un vendeur de roues, les pneus, un vendeur de pneus. On s'est retrouvé un jour dans toute la rue. Je dis bien toute la rue de gauche à droite. Toutes les voitures étaient par terre. Toutes les roues étaient crevées. Après juste 2 semaines d'enquête, tu sais sur qui on est tombé? C'est sur le vendeur de pneus. À qui appartiennent les pompes funèbres? À qui appartiennent les véhicules, les corbillards au Congo? Vous parlez des pompes funèbres les congolaises. Les pompes funèbres congolaises appartiennent à Ninel. Les corbillards. Ninel Sassou Nguesso, la fille. Ninel Sassou Nguesso est le propriétaire ou la propriétaire des corbillards du Congo et des pompes funèbres du Congo. Alors, même si ça, c'est une raison économique pour elle, elle en fait son business. Mais on ne peut pas oublier que c'est un génocide qui se prépare. C'est pas qu'il se prépare. Le génocide, il y en a eu dans le pool. Mais le génocide continue. Et c'est la politique de la terre brûlée que mène M. Sassou. Et son fils est sur la même continuité, sur la lignée de la terre brûlée. Ils veulent éliminer les vrais Congolais. Ils veulent les supprimer totalement. Et avant, le petit prend le pouvoir, avant fin 2022, en 2026, tu sais combien de Congolais quinois, Congolais de la RDC se retrouveront au Congo-Brazzaville? 4 millions. Dites-le moi. Comment ça, 4 millions déjà que les Congolais, la population congolaise, elle est estimée à 5 millions, mais même jusque-là. Oui, 5 millions avec les étrangers. Avec, voilà. Et donc, 4 millions de quinoa encore déversés au Congo, j'imagine un peu ce que ça va donner. Est-ce que c'est faisable? Bien sûr que c'est faisable. Il leur manque rien. Ils traversent par Boko, par Manyanga, ils rentrent au Congo, ils traversent, ils prennent les bateaux librement au beach, Ngobila, ils sont à Brazzaville. Par jour, c'est des milliers. Vous voulez dire qu'ils seront là pour les raisons électorales, c'est cela? Mais absolument. C'est pour ça que cette monarchie ne partira jamais. Nous avons eu 50 ans de papa, on va avoir 50 ans de fils. Si les Congolais ne prennent pas, bien entendu, leurs responsabilités. Si les Congolais ne prennent pas leurs responsabilités, si les Congolais se laissent faire. Et après, on va enchaîner avec le petit-fils, l'enfant de Bongo, puisqu'il n'arrive pas à prendre le pouvoir au Gabon. Les Gabonais sont plus têtus que les Congolais. Pourtant, ils sont qu'1 million. Non, c'est pas sérieux. Les Congolais ont peur de la mort, alors que la mort est toujours, tous les jours devant leur porte. Non, c'est triste. C'est une interpellation que vous faites là aux Congolais Mais les Congolais doivent réagir. J'ai un frère qui me disait, mais tu sais, Charles-Alexandre, Youlou a été renversé avec l'appui des syndicalistes. Massamba Deba a été renversé avec l'appui des syndicalistes. Mais aujourd'hui, le syndicat n'existe même plus. Le dernier syndicaliste que j'ai connu, j'étais encore gamin, c'est Bokamba Yangouma, c'est ça, non? Tout à fait. Bien. Après Bokamba Yangouma, il n'y a plus personne. Mais pourtant, on les entend faire des déclarations, des menaces de grève qui, malheureusement, n'aboutissent jamais. Dis-moi, est-ce que tu peux faire une menace de grève alors que tu n'as rien à manger à la maison? Est-ce que tu es capable de cracher dans la main de celui qui te donne à manger? Non.
Qu'est-ce que vous voulez Tout, dire par là? je veux dire que tous ces syndicalistes Est-ce qu'on peut congolais, cracher, voilà, sur, sur la main qui vous nourrit? on ne peut pas cracher absolument, mon frère Christian Perrin. Les syndicalistes congolais, je ne sais même pas pourquoi ils se disent syndicalistes. Parce qu'un syndicaliste, c'est quelqu'un qui défend les intérêts des travailleurs. Les intérêts déjà des retraités sont bafoués. Et au Congo, dans 2 ans, qu'ils ne comptent pas sur l'aide du FMI. Tout ce que le FMI donnera, ils vont voler et une partie servira à payer les salaires. Ils ne peuvent pas développer le Congo avec l'argent du FMI. Ce n'est pas possible. Aucun pays ne s'est développé ou n'a redressé son économie avec les prêts, il ne faut pas dire aide, avec les prêts du FMI. Aucun. Les syndicalistes au Congo sont payés, nourris sous la table de Sassou. Donc, il ne peut pas se lever. Jamais. Payés, nourris sous la table de Sassou. Oui, c'est les gens, pour moi, c'est les gens qui mangent sous la table de Sassou. Sassou mange tranquillement à table et les miettes qui tombent, c'est eux qui les prennent, qui les ramassent. C'est comme ça. Donc, en réalité, si j'ai bien compris, ils jouent par contre le rôle, en fait, ils font le contraire du rôle qu'ils allaient jouer. Ils sont là à étouffer c'est juste les grèves. C'est des prête-noms, je suis syndicaliste. C'est rien du tout, un syndicaliste au Congo. Ça vaut rien. Oui, mais quand les travailleurs ont constaté cela, pourquoi se laissent-ils faire, finalement, lorsqu'ils savent que finalement ces syndicats-là ne font pas leur travail, mais finalement ils vont à l'encontre même des intérêts des travailleurs. Pourquoi on les laisse là? Tu sais, cher Christian Perrin, j'ai vu une image, je pense même que tu l'as partagée, et une vidéo des salariés municipaux qui allaient barricader les portes de la mairie, de je sais pas. Ils réclamaient 60 mois de salaire. 60 mois de salaire. Est-ce que, non, Sassou est devenu, sincèrement, il n'y a plus rien d'humain chez Sassou. Il n'y a plus d'humanisme au Congo. 60 mois de salaire. Tu as toujours vécu de ton salaire. Et qu'on t'interdise et qu'on te refuse de verser ton salaire, qui est un droit pour un travailleur. 60 mois, tu vas vivre de quoi? C'est pratiquement 5 ans sans salaire. Et c'est curieux quand même. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il faut affamer les gens pour les soumettre. Il faut les affamer. Sur le chevet de Sassou, j'étais à un coup d'œil, tu me diras. Mais il ne lit que Machiavel. Un petit peu Staline. C'est mesquin, c'est méchant de faire des choses comme ça. Eux-mêmes, ils font des fêtes. Mais tu as vu le gâteau de Ngulondele, le gâteau de son anniversaire. Avec ce gâteau, tu peux payer 100 salariés. Rien que ce gâteau. Mais c'est méchant. C'est méchant. C'est du foutage de gueule. On ne peut pas faire ça aux gens qu'on aime. Quand tu es responsable politique, c'est que tu aimes ton pays, c'est que tu aimes tes populations, tu aimes ton monde, ton peuple. Tu vas mettre 1 million, 2 millions pour un cadeau d'anniversaire. Il faut être un peu malade, non? On est pratiquement à la fin de notre échange, notre émission, mais j'ai une question à vous poser, et c'est quelqu'un qui me l'a posé d'ailleurs, qui disait comment est-ce que Denis Sassou Nguesso est-il arrivé à maîtriser l'élite congolaise? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Parce que finalement, tel que vous êtes en train d'expliquer certaines réalités, on se pose la question de savoir si le Congo a une élite. Y a-t-il des intellectuels au Congo? C'est la question que l'on se pose. Je suis désolé de te le dire. Et oui, ailleurs, on parle bien d'une élite. Quand on dit une élite, ça veut dire que c'est des gens qui réfléchissent, qui proposent des solutions. Mais les vrais, l'élite congolaise, tu ne la trouves plus au Congo. Ils sont tous à l'extérieur. Alors qu'ils sont tous bardés de diplômes. Oui.
L'élite, on trouve Monsieur Clément Mirassa, quelqu'un que je porte beaucoup, un financier comme Clément Mirassa, un financier comme Mandeli, je ne sais pas ce qu'il est venu faire encore dans cette merde. Alors tu sais très bien que tu ne peux rien faire, tu ne pourras plus redresser l'économie du Congo parce qu'on ne te donnera pas les moyens. Mais tu viens. L'élite au Congo, tout le monde se la ferme. Et ma question est de savoir qu'est-ce qui peut justifier cela? Comment est-ce possible? Ce qui fait justifier, c'est clair, Christian Perrin. Prenons l'exemple de Paulin Makaya, à qui on a autorisé de reprendre l'avion. Ça fait combien de temps qu'il est au pays? Pratiquement 6 ans, oui. 6 ans. Il vit de quoi? Il a un magasin, il a une épicerie, il a une quincaillerie au Congo? Non. Franchement, l'élite congolaise, moi, je pense qu'ils sont bâillonnés. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de ne pas donner à manger à leurs enfants. Parce que c'est Sassou qui détient les clés. C'est Sassou, ça soit le numéro, les numéros de compte de tout un chacun au Congo. S'il ne te donne rien, tu ne manges pas. C'est ça l'élite au Congo. Donc, si j'ai bien compris, finalement, le Congolais n'a pas le sens de sacrifice d'abord, parce que c'est cela, hein, d'abord avoir le sens de sacrifice et de responsabilité. C'est ce qui manque aux Congolais. On va donc terminer, comme je l'ai dit, hein, probablement que vous avez une dernière préoccupation dont je n'ai pas posé la question, c'est l'occasion, vous avez quelques 2 minutes pour vous exprimer. Si j'avais quelque chose à dire, Christian Perrin, je demande aux Congolais de se réveiller parce que la situation du Congo devient dramatique. Le pays, le Congo, est un malade en phase terminale. Le Congo est un grand corps malade en soins palliatifs. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne font qu'accompagner le Congo vers la mort. Je demande aux Congolais, moi, je parle de jeu, je ne suis rien du tout, moi, dans ce jeu-là. Mais ça me fait mal d'apprendre tous les jours que tel parent est mort, tel parent est mort. Tu envoies 100 euros par-ci. Les Congolais doivent nécessairement se lever et chasser ces gens-là. Qu'ils n'aient pas peur de la mort, ils sont déjà morts. Qu'ils se lèvent. Qu'ils n'aient pas peur de la mort, qu'ils se lèvent parce qu'ils sont déjà morts, vous l'avez dit, et c'est par ces mots que nous mettons donc terme à cette émission où je vous dis encore merci d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'avoir répondu à toutes nos questions, Monsieur Charles-Alexandre Nsaga. Probablement qu'on reviendra encore vers vous pour d'autres questions d'actualité. Merci Christian Perrin et merci aux auditeurs. En tout cas, merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci d'avoir consacré votre temps si précieux à nous suivre. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions et n'oubliez pas non plus de vous abonner. On se dit donc à très bientôt. Merci. Merci Christian Perrin.